Mère ou l'espèce nouvelle, chapitre 22, la perception nouvelle. Ce passage en dehors de la trame, cette innombrable vie cellulaire ou conscience cellulaire, c'est tout d'abord un épouvantable chaos. Vraiment, le chaos d'une nouvelle naissance au monde. S'il s'agissait de naître tout frais, tout nu, ce serait bien. Mais c'est une renaissance dans la vieille écorce, ou à travers la vieille écorce et malgré elle. Les yeux ne veulent plus voir de la même manière. Les bras ne veulent plus bouger sur la même volonté. Les jambes tenir debout par la même loi. Les fonctions obéir aux vieux enregistrements. Le sommeil dormir tranquillement. Le temps suivre les horloges et le corps rester sagement à l'abri dans sa petite cuirasse satinée. Il faut du temps pour commencer à voir clair et organiser ce qui paraissait tout d'abord comme un indéfini, sinon un infini de conscience bleu outre-mer. Pas s'évanouir. Voir, entendre tout de même ces 50, 100, 200 personnes tous les jours, répondre à leurs questions, démêler leurs querelles, signer des chèques et calculer les dépenses. Garder le contact tout en ayant un contact radicalement différent. La comédie continuera jusqu'en 1973. Et naturellement, mère se ramollit, mère est vieille, mère, nous disait-elle en riant avec son humour jamais perdu, comme si l'humour, c'était vraiment la seule chose qui passait des deux côtés. C'est peut-être la seule chose qui manque aux bêtes et la seule chose de nous qui passera dans la prochaine espèce. Et de fait, tous ces nouveaux fonctionnements qui apparaissaient peu à peu semblaient altérer, atrophier ou oblitérer les vieux fonctionnements. La vue diminuait, l'ouïe diminuait, le pouls avait des bizarreries qui auraient tué n'importe quel autre depuis une dizaine d'années. La mémoire s'en allait. Tous les signes de la désintégration. Manger aussi devenait un problème. C'est entendu, cela fait partie des choses exigées, disait-elle en riant. Le corps doit manger. Mais dans quelle mesure et comment? La transition. Comment faire la transition? L'allure de la transformation. Le mode de la transformation. Il ne sait rien. Ce pauvre corps ne peut rien dire parce qu'il ne sait pas. Tout ce qu'il croyait avoir appris pendant 90 ans, on lui a démontré d'une façon tout à fait claire que cela n'avait aucune valeur et que tout est à apprendre. Alors, il est comme cela, de bonne volonté, mais absolument ignorant. Ce qu'il essaie, c'est d'être attentif à la moindre indication, mais les indications sont
pas très clair. C'est au point que toutes les choses qui sont admises et entendues, depuis tout petit, on a des sortes d'habitudes que les choses se passent comme cela. C'est devenu absolument irréel et fantastique. Toutes les choses qui ne se discutent pas, qui vont d'elles-mêmes, irréelles et fantastiques. Des fois, ils se demandent comment un geste peut être fait. Tu sais, tout le fonctionnement, tout est remis en question. Et les petits échantillons notés, regardés, et tout ce grouillement était dans Mère, ou plutôt, elle était partout dans ce grouillement de réactions inquiètes ou impatientes ou catastrophiques. Le siège de la mort, ce sera là jusqu'à la dernière seconde. Ils avaient tout prévu, même sa mort. Ils savaient tout. Attendez, le dernier acte n'est pas joué, disait-elle. Toi qui sais, tu leur diras. Tu leur diras. Nous ne savons pas. Nous tenons sa main de l'autre côté du voile et d'étranges choses s'apprêtent pour le monde. Nous sommes réellement au bord d'une ère nouvelle, tout à fait imprévue. Puis elle riait, toujours elle riait. Tout d'un coup, j'ai compris pourquoi ce travail de transformation avait commencé si tard, passé 90 ans. Comme si Sri Aurobindo me faisait comprendre que c'était venu à cet âge avancé pour donner une apparence de raison. On met cela sur le compte de l'âge. Alors, ça a l'air raisonnable. Et subitement, c'était devenu tellement évident. Nous avons répondu à Mère. Si cela t'était arrivé à 30 ans, personne n'aurait compris l'épreuve physique que tu traversais parce que c'est comme si le corps devait mourir pour passer de l'autre côté. L'identification corporelle. Il est difficile de dire logiquement ce qu'un nouveau-né voit, touche, lorsque le monde tout neuf se précipite sur lui de tous les côtés. Ce sont des milliers de phénomènes que les lecteurs de l'agenda n'ont pas fini, pas commencé, de découvrir dans cette étrange forêt de mer. Depuis toujours, Mère avait été prodigieusement douée de vision. Mais c'est un sujet que nous avons volontairement écarté, d'abord parce que nous en avons assez des visions merveilleuses, nous voudrions tout simplement mieux voir notre physique. Ensuite, les voyantes, entre guillemets, ont tant encombré nos colonnes à la mode avec leurs douteuses visitations que c'est un sujet d'évaluer comme tout le reste. Nous sommes au temps de la dévaluation générale.
Le vieux principe d'économie politique vaut pour tous les domaines. La mauvaise monnaie chasse la bonne. Et c'est peut-être tant mieux après tout. Nous n'avons pas besoin de surnaturel, mais d'un naturel plus vrai. Or, c'est une très nouvelle vision qui commençait à se dégager des mailles de la trame. Une vision qui n'avait rien à voir avec notre organe de la vue, ou de moins en moins. Rien à voir avec les visions divines de Jacob et de tous les prophètes, et rien à voir avec les histoires de voyantes, qui ne sont d'ailleurs pas nécessairement des histoires, loin de là, mais, dirons-nous, un instrument mal maîtrisé dans la plupart des cas, mélangé presque toujours et dénaturé trop souvent. C'est une sorte de nouvelle vision, non seulement de la matière, mais de la vie dans la matière. Une vision cellulaire, pourrions-nous dire. Mais le terme risque d'être dévalué et vulgarisé. Il vaudrait mieux dire une vision corporelle. C'est le corps qui regarde le monde directement, sans l'intervention du mental et de moins en moins avec l'intervention des yeux qui, eux aussi, sont tout brouillés et comme fabriqués d'avance par le mental. Des années plus tard, Mère fera une remarque très intéressante à la suite d'une petite opération radicale dont nous reparlerons, qui lui a tout simplement effacé le mental. C'est curieux. Je me suis aperçu à quel point le mental fait qu'on voit. Elle a commencé à perdre ses yeux physiques, c'est-à-dire à devenir aveugle, quand elle a perdu son mental. Comme si c'était le mental qui faisait 90% de la vision physique. Mais si ce ne sont pas les yeux physiques qui voient, si ce n'est pas le mental qui voit, si tout cela a été enlevé, qu'est-ce qui voit ? Mère n'a jamais aussi bien vu que depuis le jour où elle est devenue aveugle. Alors, à des milliers de kilomètres ou tout près, c'était tout pareil. Quelquefois, elle ne distinguait pas le visage d'une personne devant elle, et elle voyait une microscopique aiguille dont elle avait besoin. Ou elle voyait les gens se promener à New York. C'était une autre loi de vision. Et quelle était cette loi ? Si ce n'était pas les yeux, pas la tête, pas la contemplation, ni l'extase, ni les yeux du sommeil, qu'est-ce qui voit ? Quel est le support ? Mère voyait avec le seul support qui lui restait, la conscience du corps. Et le corps est partout. Sortie de la trame, la conscience corporelle se meut immédiatement partout. Elle voit physiquement partout. C'est le corps qui regarde le monde directement. Mais il ne regarde pas le monde comme nous le ferions si nous étions subitement dotés d'1 milliard d'yeux. Non, ce n'est pas du tout un prolongement matériel de notre fausse vision mentale. Exactement ce que nous imaginerions parce que nous prolongeons imaginairement partout notre façon de voir dans la cage. C'est une vision
hors de la cage. C'est une vision de la réalité matérielle sans toutes ses apparences et excroissances et travestissements mentaux. C'est le monde matériel vu sans déformation. Mais enfin, qu'est-ce qui fait la différence avec la vieille vision et toutes les vieilles visions, demandions-nous un jour à Mère. C'est comme si la conscience n'était pas dans la même position vis-à-vis des choses. Alors, elles apparaissent tout à fait différentes. La conscience humaine ordinaire, même si elle a les idées les plus larges et tout cela, est toujours au centre. Et les choses existent par rapport à un centre. On est dans un point et toutes les choses existent dans leur relation avec ce point de conscience. Et maintenant, le point n'existe plus. Alors, les choses existent en elles-mêmes. Et nous avons écarquillé les yeux soudain, ces pauvres yeux physiques, comme si la fantasmagorie du monde se déchirait. Nous ne voyons rien tel que c'est. Nous vivons dans une formidable mentalisation du monde autour d'un petit point « je ». C'est « je » qui se prolonge innombrablement avec tout son petit bagage héréditaire, philosophique, conjugal et le reste. N'est-ce pas ? Ma conscience est dans les choses. Elle n'est pas quelque chose qui reçoit. C'est beaucoup mieux que cela, mais je ne sais pas comment dire. Si souvent elle ne savait pas comment dire. Et comment dire ? Avant, quand j'avais des expériences, il y a longtemps, des années, c'était le mental qui en profitait plus ou moins, puis qui le répandait, l'utilisait. Maintenant, ce n'est pas comme cela, c'est directement le corps. C'est le corps qui a l'expérience et c'est beaucoup plus vrai. Il y a une attitude intellectuelle qui met une espèce de voile ou je ne sais quoi, quelque chose d'irréel sur la perception. C'est comme si on voyait à travers une certaine atmosphère, tandis que le corps, il devient ça. Il sent en lui-même. Ce n'est pas comme si la chose était prise du dehors, c'est comme si lui devenait ça. Le corps pur, sans addition d'organes ni de pensées, vraiment un corps de nouveau-né, voit le monde pur, la matière pure, l'homme pur et tout pur. Il n'a même pas besoin de voir, entre guillemets, comme si ça se situait devant lui. Il n'a même pas besoin de devenir ce qu'il voit. Il est tout. Le flacon de parfum, le passant, l'Everest, la guerre du Biafra. Il voit
par ce qu'il est. C'est une vision par identification. Et même le mot identification suppose deux. Il n'y a qu'un. C'est très joli d'être l'Everest. Mais c'est moins joli d'être l'angoisse d'un disciple cancéreux, l'hémorragie de cet autre, et même la mort d'un troisième. C'est un curieux monde. À quoi ça ressemble le monde pur? Et est-ce qu'il n'y a pas un filtre tout de même qui vous protège des expériences indésirables? Il y a un filtre, un formidable filtre, miraculeux. C'est que cette conscience totale n'est pas la conscience d'un fou. C'est une conscience exacte, à la seconde et au millième de point. C'est tout. Et ça connaît évidemment très bien chaque point de son tout, depuis le bout d'électron jusqu'au garde champêtre. C'est tout qui bouge ensemble et tout qui est tout. Et ça connaît parfaitement la quantité de courant qui doit passer en tout sans que ça saute ou que ça casse. En somme, c'est tout qui doit faire l'expérience de lui-même innombrablement. Et la grande joie du monde, celle vers laquelle Mère s'acheminait et voulait acheminer le monde pas à pas, c'est d'avoir en chaque point l'innombrable expérience, l'innombrable découverte, l'innombrable surprise de soi partout dans la joie de tout. C'est pour cela que cette maudite histoire a été fabriquée. Alors, c'est un filtre enchanteur. Ça n'a pas de barbe, ni de croix, ni de commandement. C'est un sourire à trouver. C'est peut-être bien notre sourire. Pour une fois. Il n'y a qu'un, n'est-ce pas? Alors où est l'autre, le divin, là-bas sur son perchoir? Nous n'avons encore rien compris au monde. Les yeux de la matière. Cette vision nouvelle ne s'est pas installée du jour au lendemain. En fait, c'est toute une vie nouvelle qui s'organisait sur tous les fronts, si l'on peut dire. Une première ébauche du mode d'être de la prochaine espèce. Et les transitions d'une manière de voir ou d'entendre ou de bouger à l'autre manière sont infiniment intéressantes parce qu'elles font saisir le mécanisme, au fond, ce qui fait la différence entre la vieille espèce et la nouvelle. Au début, Mère disait « Je perds la vue, je perds l'ouïe, je perds la mémoire ». C'est toujours « je perds » quand quelque chose de nouveau doit s'installer. Il y a un certain « je perds la vie » qui doit changer aussi. Et elle notait avec amusement, parce qu'elle s'amusait toujours. Par exemple, je ramasse un papier. Je vois clair comme je voyais avant. Je m'aperçois que je vois clair. Fini.
elle s'aperçoit. Effectivement, on s'aperçoit quand on rentre dans la cage. Là, on s'aperçoit de tout, alors plus rien ne fonctionne naturellement. Miraculeusement, comme ça devrait être. Une autre fois encore, après avoir lu péniblement un message, pris sa loupe, abandonné sa loupe et finalement lu d'une haleine, elle remarquait « Je viens de lire, je vois très bien. » Alors vient la vieille habitude, ou l'idée, ou le souvenir, qu'il faut que je prenne ma loupe pour voir. Je ne vois plus. Puis j'oublie qu'il s'agit de voir ou de ne pas voir. Alors je peux faire mon travail très bien. Je ne m'aperçois pas que je vois ou que je ne vois pas. Et pour tout, c'est comme cela. C'est l'apparente incohérence. Cela doit dépendre d'une autre loi que, pour le moment, je ne connais pas et qui gouverne le physique. Cette autre loi, elle allait vite l'apprendre, c'est qu'il n'y a qu'un seul organe, la conscience, qui sait évolutivement et commodément fossiliser ou fixer à un œil, à une oreille, mais qui circule partout très bien sans support. Bien sûr, c'est elle le support de tout. Puis les phénomènes se multipliaient innombrablement sous d'autres angles. De vieux phénomènes, mais qui prenaient un autre sens ou une nouvelle acuité. Ce qu'elle voyait autrefois avec les yeux intérieurs ou les yeux du sommeil, entre guillemets, commençait à passer dans le physique. Comme si la perception même du corps changeait et comme si tout était physique, même les autres mondes, entre guillemets. J'ai levé les yeux, j'étais assise devant un miroir que je ne regarde généralement pas, mais j'ai levé les yeux et j'ai regardé et j'ai vu beaucoup de choses. Et à ce moment-là, j'ai eu une expérience. Et je me suis dit, ah, c'est donc pour cela que j'ai une vue qui, du côté physique, purement matériel, semble être floue. Parce que ce que je voyais était beaucoup plus clair et infiniment plus expressif. Comme si Mère allait commencer à voir le physique beaucoup plus clairement, mais d'une autre manière. Les sens changent. Ce ne sont pas les sens d'un autre plan qu'on emploie. Ça, c'est entendu depuis le commencement, on a des sens partout. Mais c'est tout à fait différent. Ce sont les sens eux-mêmes qui changent. N'est-ce pas? Le contenu est différent. Par exemple, l'état de conscience dans lequel se trouve la personne que je regarde change pour mes yeux physiques
son apparence physique. Ses yeux ne sont pas tout à fait pareils, le reste de la figure aussi, même la couleur et la forme. Et c'est cela qui fait que parfois j'ai des hésitations. Je vois les gens, je les vois tous les matins, n'est-ce pas? Et je les reconnais. Et pourtant, ils sont différents. Ils ne sont pas tous les jours la même chose. Certains sont toujours pareils comme une pierre. Mais il y en a qui ne sont pas toujours les mêmes. Il m'est même arrivé d'avoir une hésitation pour certains. Est-ce bien celui-là? Mais alors il est très changé. Et le phénomène devenait de plus en plus précis dans sa direction ou sa courbe. N'est-ce pas? C'est plus une conscience des choses que uniquement une vision. Et j'ai remarqué, j'ai quelqu'un en face de moi. Il y a des personnes, par exemple, quand je les regarde, elles deviennent de plus en plus précises et nettes et claires. Il y en a d'autres, elles s'estompent de plus en plus à ma vision physique. Et cela doit dépendre de leur état de conscience. Il y en a qui deviennent tout à fait précis, les yeux surtout. Et dans les yeux, je vois la conscience. Et d'autres, au contraire, s'estompent comme cela. Il y en a même, j'ai vu à la place des yeux 2 plaques noires, comme s'ils voulaient voiler. C'est très intéressant. C'est-à-dire, de plus en plus, que le monde physique, les choses, les êtres, semblaient n'avoir de clarté pour mère qu'en proportion de leur contenu de conscience. Et curieusement, les êtres humains n'étaient pas toujours les seuls à contenir le plus de conscience. Les plaques noires est un phénomène très humain, peut-être même purement humain. Combien de fois Mère a parlé de la vie des pierres, sans parler des flacons de dentifrice. Quand il y a des gens qui viennent me voir, ils arrivent. Je vois une silhouette seulement, et puis tout d'un coup, tout devient précis. Et puis ça s'en va encore, suivant leurs pensées. C'est tout à fait intéressant. Et tout le monde physique semblait fluer, refluer, s'éclaircir, s'estomper comme un tableau mouvant selon la conscience contenue. Et c'était la même chose pour Louis. J'entends aussi comme cela. Il y a des sons. Il m'est arrivé de remarquer un son, paraît-il presque imperceptible, qui se passait à une centaine de mètres de distance. Et j'avais l'impression que c'était ici. Ce qu'il m'est nécessaire d'entendre, je l'entends, même si c'est un tout petit bruit, et tous les bruits de conversation, toutes les choses qui font beaucoup de bruit,
je n'entends rien. Alors il disait, mère est sourde, mère est aveugle, mais elle était sourde à leur stupide bouillie de mensonges et aveugle à leur vilaine pensée. Et elle savait très bien, ou plutôt sentait très bien, hélas. Certaines personnes me parlent, je n'entends absolument pas rien. D'autres, j'entends le ronflement d'un son qui n'a pas de sens. Et certaines personnes, j'entends tout ce qu'elles disent. Mais c'est une autre façon d'entendre. C'est la vibration de leurs pensées que j'entends et qui fait que c'est très clair. Depuis très longtemps, des années, j'ai l'impression que quand les gens ne pensent pas clairement, je ne peux pas entendre. Mais ce n'est pas tout à fait cela. C'est quand leur conscience n'est pas vivante dans ce qu'ils disent. Ce n'est pas tant une question de pensée, c'est leur conscience qui ne vit pas ce qu'ils disent. C'est une mécanique mentale, alors là, je ne comprends rien du tout, rien. Quand leur conscience vit, cela me touche. Et j'ai remarqué, par exemple, les gens que je n'entends pas croient que c'est parce que je suis sourde à la manière ordinaire. Et ils se mettent à crier. C'est encore pire. Cela devient comme si l'on me jetait des cailloux à la figure. Pas une seule fois, jusqu'au bout, pas une minute nous n'avons eu l'impression que mère était aveugle ou sourde. Elle nous a toujours entendus parfaitement, même dans nos questions les plus farfelues, et toujours vus, mieux que nous nous voyons dans un miroir, probablement. Alors, où est la vision? Où est le concret? Dans cette grisaille matérielle qui s'estompe, ou dans cet objet inattendu qui brille tout seul? Et avec cet humour merveilleux, elle remarquait un jour: c'est une chose très intéressante, ma manière de voir. Tout d'un coup, quelque chose vient, une chose ou une figure ou une lettre, ou clair, précis, presque lumineux. La minute d'après, tout se brouille, et c'est comme si l'on me disait « ça vaut la peine d'être vu ». Alors je regarde, et ça, ne t'en occupe pas. Alors, les lettres, les piles de lettres, les objets, les êtres, tout s'éclairait ou disparaissait selon sa vérité, son utilité. Un monde d'encombrements humains disparaissait. Ce qui est réellement concret se voit. Et concret, ce qui est conscient. Tout ça s'est changé, c'est-à-dire tout le fonctionnement des organes. Est-ce les organes qui sont changés ou est-ce que c'est le fonctionnement?
je ne sais pas. Mais ça obéit à une autre loi. Tout à fait. Tout de même, nous tarabustions mère parce que nous avons toujours eu une sorte de méfiance instinctive et rationnelle des voyants. En fait, c'est très étonnant, mais il nous a toujours semblé que mère était l'être le plus rationnel du monde, comme si, enfin, nous rencontrions quelqu'un qui était la raison même devant ce monde d'insensés doués de science et de télévision, et toutes ces expériences, assez ahurissantes pour la plupart des gens, nous ont toujours paru avoir une sorte de logique profonde, comme la vraie logique de l'univers. Mère, c'est la vraie logique de l'univers. Elle n'était pas plus irrationnelle qu'aveugle que sourde. Seulement, c'est la prochaine logique de l'univers, ou peut-être l'éternelle vieille logique que nous avons cru mieux inventer et améliorer, entre guillemets, dans notre cage. Et nous lui demandions, un peu effrontément, « Mais enfin, est-ce qu'une voyante ne verrait pas comme cela ?»« Non, non, ce n'est pas toutes les visions que j'ai eues. Cette nouvelle vision des choses, ce n'est pas sortir de la matière pour voir le monde d'une autre façon. Cela a été fait depuis longtemps, n'est-ce pas? Et ce n'est rien de nouveau et ce n'est pas merveilleux. Ce n'est pas cela. C'est la matière qui se regarde elle-même d'une façon toute nouvelle. Et c'est cela qui est amusant. Elle revoit toute l'affaire tout à fait différente. Mère ne fermait pas les yeux. Elle ne partait pas en contemplation. Elle ne cherchait même pas à voir. Ça se dessinait comme cela, spontanément sous ses yeux. Comme si c'était la vraie forme des choses. Comme si la conscience du corps voyait le monde à sa façon, pure, sans le revêtement mental qui donne un brillant de conscience, entre guillemets, apparent, un brillant de langage, un brillant de poudre et de moustache concrète, qui n'était pas du tout concrète, qui n'existait vraiment pas. Ce n'est pas mère qui voyait, ce sont les choses elles-mêmes qui se montraient telles qu'elles étaient en fait. Et elle ajoutait, avec cette sorte de sourire si jeune, si clair, comme un enfant, qui lui taillait parfois le visage en deux. C'est curieux, à ce moment-là, elle avait l'air d'un bébé chinois qui riait. Tout devient comme cela, comme si c'était vu pour la première fois et sous un angle tout à fait différent. Tout, le caractère des gens, les circonstances, même le mouvement de la terre et des astres, et tout est comme cela. Tout est devenu tout à fait nouveau et inattendu, en ce sens que toute la vision humaine mentale complètement partie. Alors les choses sont beaucoup mieux.
En somme, c'est la fausse matière qui s'efface peu à peu, celle aux moustaches vernies, celle aux ondes lourdes. Mais il reste quelque chose qui est la vraie matière. Peu à peu, justement, à mesure que les mailles de la trame lâchaient, le phénomène s'accusait, s'élargissait. C'était de la vue partout. Nous ne pouvons même pas parler de vision, parce que cela n'avait rien à voir avec un physique féerique et embelli. Pas d'aura, pas de pluie de fleurs, ni de volutes musico-picturales. Un physique plus scientifique, pourrions-nous dire, c'est-à-dire plus exact, sans les trompe-l'œil. Mais plus cette réalité-là transparaissait, plus l'autre devenait irréel, comme si les yeux ne pouvaient plus voir ce qui n'est pas vrai, un phénomène exactement inverse de ce qui nous arrive dans notre monde, où plus c'est faux, plus c'est voyant et bruyant. Par exemple, quand je vois les gens, je ne les vois pas comme ils se voient. Je les vois avec la vibration de toutes les forces qui sont en eux et qui passent à travers eux. Et c'est très souvent avec la vibration suprême de la présence. Et c'est cela qui fait que ma vue physique est en train, pas de disparaître, mais de changer de caractère, parce que les précisions physiques de la vue physique normale sont mensongères pour moi. Même son goût ne pouvait plus goûter ce qui n'est pas vrai. J'ai eu ces jours-ci l'expérience que la qualité des goûts avait changé. Certaines choses avaient un goût artificiel. Le goût habituel est un goût artificiel. Et d'autres portaient en elles-mêmes un goût vrai. Alors, c'est très clair, très précis. Ce qui est très précis pour nous, c'est justement ce qui devient le plus flou. Nous parlons, et Mère parle, du monde humain surtout, parce que les arbres ou les fruits et le monde naturel gardaient leur précision naturelle. Et ce flou est devenu une sorte de voile dont elle ne comprenait pas très bien le mécanisme au début, sinon qu'apparemment elle devenait aveugle. On perd toutes les qualités entre guillemets de la vieille espèce. C'est assez étrange cette vision. C'est toujours comme s'il y avait un voile entre moi et les choses d'une façon constante. C'était dans 1965, donc loin encore de l'époque où elle est devenue officiellement aveugle. J'y suis si habitué. Et puis tout d'un coup, sans raison apparente, je veux dire d'une logique extérieure, une chose devient claire, précise, nette. La minute d'après, c'est fini. Quelquefois, c'est un mot dans une lettre. Quelquefois, c'est un objet. Et c'est une autre qualité de vision. Comment expliquer cela ? C'est comme si la lumière qui éclaire était dedans au lieu d'être dessus.
Ce n'est pas une lumière de réflexion. Ce n'est pas lumineux. Ce n'est pas comme une bougie, par exemple, ou une lampe, ce n'est pas cela. Mais au lieu d'être une lumière projetée, ça a sa propre lumière qui ne rayonne pas. Cela devient de plus en plus fréquent, mais avec un illogisme parfait. C'est-à-dire que je n'en comprends pas la logique, et d'une précision de vision extraordinaire, avec la pleine compréhension de la chose vue en même temps qu'on la voit. Par exemple, le matin de bonne heure, quand je fais ma toilette, j'entre dans le cabinet de toilette avant que la lumière est allumée. Mais je vois tout aussi clair que quand la lumière est allumée, cela ne fait aucune différence. Et tout était comme derrière une espèce de voile. Puis, j'ai fait attention. Et je me suis dit, mais tout cela devient terne. Cela n'a aucun intérêt. Et j'ai commencé à prendre conscience d'une chose ou d'une autre. Et tout d'un coup, j'ai vu ce phénomène d'une bouteille dans l'armoire qui est devenue si claire, d'une vie intérieure. Ah, je me suis dit, tiens, la minute d'après, c'était pareil, passé. C'est évidemment la préparation à une vision par la lumière intérieure au lieu de la lumière projetée. Et c'est c'est chaud, c'est vivant, c'est intense, c'est d'une précision. Tout se voit en même temps, non seulement la couleur et la forme, mais le caractère de la vibration. C'était admirable. Mais autrement, c'est comme si j'étais derrière un voile. C'est cela vraiment l'impression, un voile. Puis tout d'un coup, quelque chose qui vit de la vraie vibration. Mais c'est rare. Et avec son ironie toujours riante, elle ajoutait « Probablement, il n'y a pas beaucoup de choses à voir. » Ce voile ressemble très étrangement à celui du mental physique, celui qui enveloppe les cellules, chaque cellule comme dans un obscur cocon, parce que plus elle sortira de la trame, plus l'autre vision, ce qu'elle appelle la prochaine manière, non seulement deviendra naturelle, spontanée, constante, mais plus elle s'universalisera. Et chose curieuse, ce n'était pas seulement une vision. Je ne peux pas dire que c'est une image, c'est une connaissance. Je ne peux même pas dire que c'est une connaissance, c'est quelque chose qui est tout à la fois. Et là-dedans, dans cette sorte de perception globale, la manière des vieux yeux ordinaires paraissait de plus en plus irréelle.
Au fond, que dirait la marmotte si on la dotait progressivement d'une paire d'yeux humains? Le sens du concret, entre guillemets, disparaît de plus en plus. La vision concrète, l'odorat concret, le goût concret, l'audition concrète, tout cela est devenu quelque chose qui est loin, loin dans son passé irréel. Et cette sorte de concret sec et sans vie est remplacée par quelque chose de très simple, très complet, dans le sens que tous les sens fonctionnent en même temps et très intime avec tout. Avant, chaque chose était séparée, divisée, sans connexion avec l'autre, et c'était très superficiel, très précis, mais très superficiel, comme une pointe d'aiguille. Cela ne fait plus du tout cela. Et cela donne surtout l'impression d'une intimité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de distance, il n'y a pas de différence, il n'y a pas quelque chose qui voit et qui est vu. Mère commençait à passer dans cet océan de conscience cellulaire, bleu outre-mer, où le corps est répandu partout. Et qu'est-ce qu'il y a à voir? Il n'y a pas à voir comme du dehors. On est dedans. On est. Donc on voit automatiquement, on entend, on goûte. Une sorte de vision tactile, dira-t-elle. C'est au-dessus de la vision, c'est une sorte de perception où il n'y a plus de différenciation des organes. Et c'est une perception, oui, qui est totale, qui est à la fois vision, oui, connaissance. Et toujours cette impression de quelque chose qui n'a pas de heurts, pas de chaos, pas de heurts, pas de complications. Comme si l'on ne pouvait plus se cogner, on ne pouvait plus. C'est tout à fait intéressant. C'est la vie fluide, partout. Dans tout. C'est la vie paradoxale, de plus en plus paradoxale, à la frontière de la chenille et du papillon. Mais de plus en plus du côté du papillon. Avant, quand je prenais cette loupe, je pouvais lire très bien. Mais maintenant, cela ne me sert plus à rien, cela ne devient pas plus clair, il y a toujours ce même nuage. C'est plus gros, c'est tout. C'est curieux. C'est plus gros, mais c'est la même chose. Il y a le même voile d'irréalité. Ce n'est pas la matière qui devenait irréelle à la manière des illusionnistes, c'est la manière humaine de voir la matière qui s'en allait dans le passé. C'est très étrange. Au fond, c'est comme si le corps de mère devenait un instrument de plus en plus clair, de plus en plus précis, vrai et exact, parce que total, qui ne pouvait plus
enregistrer que ce qui est là vraiment. Une sorte de super microscope total qui ne pouvait pas voir des fantômes, pourrions-nous dire, de la matière inexistante. Nous comprenons bien maintenant pourquoi Sri Aurobindo appelait cela conscience de vérité et de quelle façon il était aveugle. Je n'ai jamais vu tant de monde depuis que je me suis retiré, écrivait-il. Maintenant, on nous dira que la vision humaine, réelle ou irréelle, est parfaitement adaptée au milieu humain, comme la marmotte à son trou. Mais il s'agit de savoir si la mort aussi et la douleur aussi sont à jamais adaptées à notre vie, ou si c'est un parasite irréel et amovible. La vision vécue. Cette vie innombrable est arrivée par petites touches d'expérience. On sentait bien qu'elle tâtonnait à travers le corps de mère pour trouver son moyen d'expression. C'est une nouvelle vie qui doit s'organiser. Comme la première fois où certain petit Tarsier des Philippines a dû ouvrir sa vision binoculaire, mais là, c'est une vision qui n'est pas une vision et qui a des millions d'yeux. Vraiment, ce n'est pas une vision. C'est un mode de vie, une manière d'être, comme disait Mère. Et ce n'est pas une manière d'être définitive. Nous ferions tout à fait erreur si nous prenions les expériences de Mère comme une sorte d'évangile du nouveau monde, Dieu sait. Elle en frémirait. Elle qui ne frémissait de rien. Ces expériences, dont nous pouvons choisir seulement quelques types, indiquent plutôt le sens du développement, son mécanisme, et il est probable que la nouvelle espèce perfectionnera l'instrument, l'adaptera, le diversifiera. C'est seulement un premier balbutiement de nouveaux mondes. Des centaines d'expériences bizarres ou cocasses, ou quelquefois angoissantes et assez effrayantes pour tout autre que Mère. Du coup, Mère découvrait tous les mérites de Mathilde et de son éducation positiviste à la barre de fer. « Mon petit, c'est une éducation épatante, épatante. Je lui en sais un gré infini. Je ne pense pas qu'il y ait de gens plus matérialistes que je ne l'étais, avec tout le bon sens pratique et le positivisme, et je comprends maintenant pourquoi c'était comme cela. C'était la base la plus solide que l'on pouvait avoir pour cette expérience. Pas de danger d'imagination. Nous sommes là à la recherche du mécanisme, non des histoires. C'est dommage d'ailleurs, mais ce sera la joie des futurs lecteurs de l'agenda. Tout de même, nous pouvons choisir une première expérience assez typique et frappante. Il y avait donc des piles de lettres qui attendaient dans la corbeille de Mère, et elle se disait « Il faut absolument que je voie ça ». Mais le temps manquait toujours, les jours passaient. Et un matin, j'étais assise, et tout d'un coup, je sens quelque chose de tellement lourd dans ma tête et lourd dans ma poitrine et bizarre. Je n'avais jamais senti cela avant. Et toutes les sensations étaient devenues comme violentes. Alors j'ai fermé les yeux et une
avalanche. Une cavalcade de sons, de couleurs, même d'odeurs, et qui s'imposait avec une réalité, une intensité. Je n'avais jamais vu cela avant, jamais connu, jamais. J'ai regardé, puis je me suis dit, tiens, c'est le bon moyen de devenir fou. Et j'ai commencé à faire ce qu'il fallait pour que ça cesse. Mais ça ne voulait pas cesser. Ça voulait continuer. Alors je me suis dit, évidemment, c'est là pour une raison. Il y a une raison pour que j'ai cette expérience. J'ai regardé, j'ai étudié, j'ai observé et j'ai vu que c'était cette faculté de sensation, magnifiée, n'est-ce pas, au grossi démesurément, parce que l'équilibre entre toutes les facultés de l'être était rompu. Cet équilibre naturel qui fait que les choses s'harmonisent, s'organisent spontanément pour qu'on en fasse un tout cohérent, qui est une existence consciente, était démoli. Démoli au profit de la faculté de sensation. Et naturellement, cette faculté de sensation était multipliée. On pourrait dire aggravée, terriblement. S'imposer d'une façon même brutale. Puis l'expérience se classe. 2 ou 3 jours après, celui qui faisait la lecture du courrier prend une lettre dans la corbeille, lit la lettre amère. Que pensez-vous du LSD ? Est-ce bon pour faire progresser la conscience de l'humanité ? Du coup, Mère a beaucoup ri. Elle n'avait pas besoin de penser à la valeur du LSD, elle avait vécu le LSD. Alors, j'ai eu l'expérience sans avoir avalé la médecine. Et tout y était. Les sons, les couleurs, les odeurs, ce n'était pas comme si, c'était vécu, spontanément vécu. Et toutes les expériences de cette nouvelle, nous allions dire vision, mais c'est autre chose évidemment, de cette nouvelle perception ou manière d'être, sont de ce genre vécus. Il n'y a pas à savoir, on est. Or, cette perception qui contient tout, le goût, la couleur, l'odeur, le son, la connaissance, tâtonnait pour trouver son moyen d'expression. Et il semble, par certaines expériences répétées, qu'elle ait pris la forme d'une sorte d'écran de cinéma, mais pas un écran extérieur que l'on regarde du dehors comme un spectateur dans la salle, un écran intérieur dans lequel on entre. On entre dans l'écran et puis on se met à vivre l'histoire. Ça vous arrive. Ce n'est pas que l'on voit, on le vit. Et un matin de bonne heure, l'écran s'ouvre et elle voit arriver, ce n'est pas qu'elle voit, n'est-ce pas, ça arrive, ça lui arrive, un prêtre et des enfants de chœur qui viennent lui donner l'extrême onction. Je n'avais pas l'impression d'être autrement malade, mais enfin, c'était comme cela. Il voulait me donner l'extrême onction. Et alors, j'ai regardé, j'ai voulu voir. Je me suis dit, tiens,
Avant de les renvoyer brutalement, voyons ce que c'est. Pourquoi ils sont venus? Je n'en savais rien, n'est-ce pas? Quelqu'un les avait envoyés et ils étaient venus me donner l'extrême onction. Je regardais attentivement pour savoir si vraiment cela avait un pouvoir d'action, si cette extrême onction pouvait déranger le progrès de l'âme et liée à des vieilles formations religieuses. Et une fois que j'ai vu cela, subitement, c'était comme un écran. Toute l'histoire est partie et ça a été fini. Mais elle avait bel et bien été onctionnée, mère. Qui l'eût dit? Le lendemain, elle ouvre une lettre d'un monsieur d'origine catholique, mourant, lui demandant s'il devait accepter les sacrements et si cela ne dérangerait pas la liberté de son âme. Alors mère savait. Elle avait subi l'opération. C'est curieux, n'est-ce pas? Et ce n'était pas un contact mental qui fait que l'on sait que le monsieur a écrit, non, c'était l'expérience. C'est toujours sous forme d'expérience, d'action, de quelque chose qui est à faire et qui est fait, ou qui est à savoir et qui est su. Ce n'est jamais cette transcription mentale que l'on a dans la vie ordinaire. Et tout cela se passe en plein jour, pas quand je dors. Cette histoire-là m'est arrivée, je venais juste de prendre mon bain. C'est tout d'un coup quelque chose qui vient, qui me prend, et alors c'est une sorte de vie dans laquelle je vis, jusque ce que quelque chose soit fait, une action. Et quand cette action est faite, tout s'en va. Et ça s'en va sans laisser de traces. Tout de même, elle passera toute une nuit, 8 heures, dans le corps d'un disciple mourant, avec toutes les angoisses, et pas comme si. Elle était le mourant. La conscience du corps était la conscience d'un corps qui meurt, avec toutes les angoisses, toutes les souffrances. Et ça a duré longtemps, ça a duré toute la nuit. Nous l'avons vu après, elle en était encore toute secouée. Il y a de quoi. Et quelques heures après, on est venu lui annoncer que tel disciple était parti. Alors, j'ai compris. Mais c'est un merveilleux moyen de savoir, il n'y en a pas deux comme cela. Alors, on comprend vraiment ce que c'est que comprendre. C'est direct, c'est vécu, c'est ça, complet. Toutes nos soi-disant connaissances sont des bavardages imaginaires et indirects, par ouï-dire, à travers un voile d'irréalité. Là, c'est le corps qui vit, et un corps pur, si l'on peut dire, sans le matelas de pseudo-connaissances et pseudo-sensations fabriquées, c'est-à-dire sans les vieux enregistrements, l'obscur cocon cellulaire qui déforme. Tous les jours, 30, 40 comme cela me viennent, me prennent, puis tout d'un coup j'entre dans une certaine concentration, je vis une certaine chose, je m'attrape en train de faire quelque chose pour être plus exact. Et ces sortes de vies inattendues, ou d'actions plutôt, parce qu'il s'agit toujours de faire quelque chose, c'est une sorte de travail, un instrument de travail, deviendront de plus en plus larges, inattendus et universels.
Je m'attrape en train de parler à des gens que la plupart du temps je ne connais pas, puis de décrire une scène. Ils peuvent faire telle et telle chose et ça finira par telle et telle chose. Ce sont comme des scènes de livres ou des scènes de cinéma. Puis tout d'un coup, dans la journée, quelqu'un me dit « J'ai reçu un message de vous et vous m'avez dit qu'il fallait écrire à telle personne et lui dire telle chose. » Et je ne le fais pas mentalement. Ce n'est pas que je dis « je pense qu'il faut écrire à telle personne et faire telle chose ». Pas du tout. Je vis une scène ou je raconte une scène et c'est reçu par quelqu'un d'autre. Et ça se passe ici, en France, en Amérique, partout. Cela devient amusant. Quelqu'un m'écrit « Vous m'avez dit ça ». Et c'est une de mes scènes. Une des scènes que j'ai vécues, pas vécues, à la fois vécues et fabriquées. Je ne sais pas comment expliquer cela. C'est comme si, dans cette vie-là, Mère fabriquait ou modelait les circonstances, et tout naturellement, puisqu'elle était les circonstances. Elle était cet accident. Alors, elle poussait le volant à gauche, pour prendre un exemple simple, et tout naturellement, celui qui était là braquait à gauche. L'accident n'était pas là-bas, elle était dedans. Elle était l'accident. Et il y a des histoires de pays, il y a des histoires de gouvernement. Et là, je ne sais pas le résultat. Peut-être que dans quelque temps, on verra. Et dans ce genre d'activité, j'ai toutes sortes de connaissances que je n'ai pas. Même quelquefois, des connaissances médicales ou des connaissances techniques que je n'ai pas du tout. Et que j'ai, n'est-ce pas, puisque je dis « c'est comme ça ». C'est amusant. Bien sûr, il n'y a pas besoin d'avoir de connaissances techniques. Elle est la connaissance. Alors, ça se sait automatiquement. C'est le monde immédiat, exact. La matière continue. Mais n'allons pas imaginer que c'est une sorte de vie grandiose. Pour le mental, tout doit être grandiose, autrement ça n'existe pas. Et que Mère était occupée à manier les destinées du monde et le gouvernement des peuples, ça se passait aussi. Mais elle n'était pas occupée à ceci ou cela. C'était une vie naturelle où elle ne choisissait pas d'avance et mentalement qu'elle allait faire ceci ou cela. De l'autre côté de notre trame mentale, les choses se meuvent d'un seul mouvement et il n'y a pas à choisir entre deux choses ou des milliers. Chaque chose a sa place, les accidents aussi, et chacun a son rôle, les bêtises aussi. Et selon les nécessités totales, il vous est donné d'agir sur une circonstance ou une autre. Et dans cette totalité-là, étrangement ou pas, les toutes petites choses microscopiques ou les bouleversements mondiaux sont d'une égale valeur. Chaque chose est un absolu qui recèle sa joie totale ou sa destination unique et irremplaçable dans les milliards de mouvements qui s'entrecroisent. Tout se tient. Un jour, nous avons été bouleversés par une véritable révélation. C'était la 3e fois que Mère parlait de la trame. C'était en 1971.
nous anticipons. J'ai une curieuse impression d'une espèce de trame avec des fils comme très lâches, c'est-à-dire pas serrés, qui unit tous les événements. Et si l'on a le pouvoir sur une de ces trames, il y a tout un champ de circonstances qui apparemment n'ont rien à voir les unes avec les autres, mais qui sont liées là, et dont l'une nécessairement implique l'existence de l'autre. Et cela, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui s'est développé, qui enveloppe la Terre. Ce sont des circonstances dépendantes les unes des autres, d'une façon tout à fait invisible extérieurement, qui n'a pas de logique mentale, mais qui sont comme liées les unes aux autres. Si l'on est conscient, vraiment conscient de cela, c'est comme cela que l'on peut changer les circonstances. Et tu sens le pouvoir sur l'une de ces trames ? Lui demandions-nous. Non, c'est d'une autre façon. C'est parce que j'agissais sur l'une de ces trames que je m'en suis aperçu. On touche un coin et tout bouge. Si l'on avait le pouvoir de remplacer l'une de ces trames par une autre, ajoutait-elle, on pourrait changer toutes les choses comme cela. C'est inexprimable. Et nous insistions, c'est comme cela que nous avons eu notre révélation. Sur quelle trame agis-tu en ce moment ? Mais je ne sais pas, ce sont des trames qui sont autour de la Terre. Il y en a une, je vois. Alors nous sommes restés pendus en l'air, frappés, vraiment frappés. Je vois, mais les toutes petites circonstances de la vie sont là-dedans. Les toutes petites circonstances ensemble. Un objet qu'on laisse tomber et là-bas, dans le détroit de Bering, un iceberg glisse lentement et celui-là prépare son coup d'état et celui-ci corrige la 229e page d'un livre et tout se tient. Sans logique ou d'une logique impensable, merveilleuse. C'est comme cela que voit la conscience supramentale, ou plutôt que vit la conscience supramentale, une innombrable merveille compacte qui bouge avec cet objet renversé par mégarde, ce petit scorpion qui vient sur le pas de votre porte ou cet hibiscus blanc qui éclot dans votre jardin. On lit le monde dans un geste. La moindre chose bat totalement. Il n'y a pas à aller loin pour changer le monde. Il n'y a pas de choses spéciales à faire pour changer le monde. Un petit acte vrai. Une petite cellule pure. C'est inexprimable.
c'est à voir, à vivre. Un jour, alors que nous étions en train de relire les quelques 6000 pages de l'agenda de Mère après son départ, nous avons reçu les épreuves d'imprimerie d'un ancien livre d'entretien en réimpression, année 1930, page 229. Nous corrigeons donc la page 229, fermons le paquet, renvoyons à l'imprimerie. Puis nous nous remettons à la lecture de l'agenda, année 1968. À la première page que nous ouvrons ce matin-là, Mère commente ce même entretien, page 229. Par quel hasard, entre guillemets, ces années d'agenda, peut-être à leur page 4000, sont-elles venues croiser cette page 229 d'un vieil entretien, et avec quelle complicité chronométrique des imprimeurs, des lecteurs, des porteurs de paquets. L'année 1930 des entretiens de Mère venait croiser l'année 1968 de son agenda par un singulier voyage à travers le temps, l'espace, les imprimeurs et typographes, comme sur une même trame, à la seconde près. Et cela n'avait aucune importance. Et quelquefois, une seconde, l'entrecroisement se révèle. Alors on dit « Oh, quel hasard !» Des millions et des millions de petits hasards miraculeux. C'est la vie innombrable, dans un point, sans valeur, ou d'une valeur totale et unique. Il faudrait vivre chaque point totalement, chaque seconde totalement. C'est la vie supramentale. Mère apprenait à vivre la vie supramentale. Elle entrait dans un écran, entre guillemets, un autre écran, avec un illogisme parfait qui se révélait 2 jours ou 2 heures après d'une logique parfaite. Et les choses les plus banales, entre guillemets, passaient sur ou dans l'écran. Un matin, nous apportons à Mère une certaine somme d'argent en offrande. C'était déjà venu dans l'écran. « Tout vient comme cela !» s'écriait-elle amusée. « Comment expliquer ? Ce ne sont pas des paroles, ce ne sont pas des pensées, ce ne sont pas des sentiments, c'est quelque chose de tout à fait concret qui vient comme sur un écran. Si j'étais dans une conscience superficielle, je me dirais « Pourquoi est-ce que je pense à cela ?» Mais je n'y pense pas, ce n'est pas une pensée, c'est une vie qui s'organise. C'est très intéressant. Il faut que j'apprenne à recevoir les choses exactement. Je ne les objective pas, n'est-ce pas ? C'est-à-dire que je ne les place pas sur un autre écran où cela deviendrait une connaissance objective. Je ne le fais pas du tout. Alors je ne peux pas faire le prophète autrement. Quel prophète ? Mère ne cherchait pas
à se souvenir, ni même à se rendre compte. C'était comme quelque chose qui passait sur son chemin avec les reines Marguerite, les petits ânes et le passant, et elle marchait. Depuis la plus petite chose jusqu'à la plus grande, les cyclones, les révolutions, tout cela, et puis de toutes petites choses, toutes petites, encore beaucoup plus petites qu'une offrande d'argent, une toute petite circonstance de la vie, ou quelque chose qui va entrer, comme un cadeau qu'on m'a envoyé, ou de toutes petites choses, toutes petites, apparemment sans aucune importance, tout se présente avec la même valeur. Il n'y a pas de grand, de petit, d'important, de pas important. Et c'est tout le temps comme cela. C'est curieux. C'est presque un souvenir d'avance. Sri Aurobindo parlait d'une mémoire de l'avenir. Évidemment, une autre manière d'être. Un autre temps d'avance. Et quelquefois, c'était l'Égypte ancienne qui venait. Un autre temps d'après, ou un temps sans temps, où tout est connu. Un espace sans espace, où tout est ensemble. Dans la conscience ordinaire, c'est comme un axe, et tout tourne autour de l'axe. Cela, c'est la conscience individuelle ordinaire. Et si cela bouge, on se sent perdu. C'est comme un grand axe. Il est plus ou moins grand, il peut être tout petit. C'est planté dans le temps et tout tourne autour. Cela s'étend plus ou moins loin, c'est plus ou moins haut, c'est plus ou moins fort, mais cela tourne autour d'un axe. Et maintenant, pour moi, il n'y a plus d'axe. Il n'y en a plus, parti, envolé. Ça peut aller là, ça peut aller là, ça peut aller là, ça peut aller en avant, ça peut aller en arrière, ça peut aller n'importe où. Il n'y a plus d'axe, ça ne tourne plus autour de l'axe. C'est intéressant. Plus d'axe. Mystérieux. C'est à vivre, sans doute, pas à comprendre. Mais il est certain que la cage, c'est étroit et facultatif. Et l'expérience se développe, se précise, mais semble toujours prendre cette allure de film vécu. Ça vient, j'arrête le film, puis je travaille dessus pour clarifier les idées, mettre les choses en place, voir toutes les relations. On dirait presque un metteur en scène qui organise les séquences. Seulement, ce n'est pas de la pellicule, c'est de la vie matérielle qui s'organise. Et quand le travail est fini, ça s'en va. Seulement, cela prend la forme d'un souvenir. Alors, je me demande pourquoi je me souviens de ça. C'est étrange. Ce sont des circonstances qui vont arriver et Mère s'en souvient. C'est un manque d'objectivation vraie. Je l'explique comme cela.
Peut-être qu'autrement le film ne serait pas arrêté, ça passerait. Ce serait tout naturel et ça ferait partie des millions de choses qui passent ou se passent sans qu'on y fasse attention. Et quelquefois, elle arrête le film, entre guillemets, pour entrer dedans et travailler, c'est-à-dire prendre part consciemment à telle ou telle scène pour la modifier ou l'élargir, et alors elle se souvient. Cela prend la forme d'un souvenir vécu, un souvenir d'avance. Il y a tout le temps des choses très amusantes. Je réponds à des lettres que je n'ai pas reçues, puis je les reçois après. Ma réponse est déjà écrite. Mais ce qui est très intéressant, beaucoup plus que le fait de savoir ou de vivre d'avance un cyclone, une révolution, un événement humain quelconque, c'est que non seulement il n'y a pas de séparation de temps, d'avant, d'après, mais il n'y a pas de séparation de matière. Il n'y a pas la matière là-bas et la matière ici, séparées par des corps et des kilomètres et des autres-tés. Une continuité de matière vivante. Tout devient une conscience vivante. Chaque chose émane sa propre conscience et existe à cause de cela. C'est ici que l'équation matière égale conscience devient très palpable. Par exemple, savoir exactement une seconde, une minute avant dans la conscience. La pendule va sonner, quelqu'un va entrer, quelqu'un va bouger. Et ce sont des choses qui ne sont pas mentales, elles appartiennent au mécanisme. Une pendule est mécanique, le déplacement d'un corps est mécanique. Et pourtant, ce sont tous des phénomènes de conscience. Ce sont des choses qui vivent, on dit vivre, ce n'est pas cela, mais qui vous font savoir où elles vont, où elles se trouvent. D'autres choses qui sortent de la conscience subitement et disparaissent. Tout un monde de microscopiques phénomènes qui sont une autre matière de vivre et qui paraît être le produit de la conscience sans ce que nous appelons la connaissance. C'est quelque chose qui n'a rien à voir avec la connaissance ou la pensée. Le monde dévêtu de sa croûte mentale, pure. Le corps qui connaît la pendule ou la personne qui monte l'escalier pour voir mer, en parfaite complicité de matière ou n'importe quoi à 10 000 kilomètres. Par exemple, de temps en temps, j'entends les gens autour de moi parler d'une chose, d'une autre, dire ce sera comme cela et comme cela. Immédiatement, il y a une sorte de vision tactile. Comment expliquer cela? Ça ressemble au toucher et à la vision, et ce n'est ni le toucher ni la vision. Ce sont les deux ensemble. C'est la chose telle qu'elle est, c'est ça. Ils disent à Mère, nous allons construire là, et Mère dit, non, construisez là, vous aurez de l'eau. On creuse, il y a un puits. Ou bien ils disent,
il faut 2 camions de ciment pour faire ce travail, et mère voit passer devant elle 8 sacs, avec la malice du disciple. Ou bien nous pouvons donner un exemple personnel parce que, décidément, cette conscience de la matière est très humoristique à sa façon. Elle voit impitoyablement ce qui est vrai. On nous annonce que telle personne veut se suicider, une jeune femme. Et nous voyons la dite personne comme dans une vitrine de magasin, immense, un revolver sur la tempe. Nous nous précipitons et, dans la vitrine où elle se mirait, elle était en train de se poudrer avec un revolver. A-t-on jamais inventé pareil humour? La comédie de la terre sans maquillage, mais pas toujours comique. Ou encore, ils disent à mère, cet eucalyptus est en train de mourir. Mère dit, plantez un autre eucalyptus à côté, il a besoin d'un compagnon. Et l'arbre s'est remis à vivre. Et ils peuvent dire n'importe quoi, c'est ça, et c'est irréfutable. Et jusqu'à présent, il n'y a jamais eu de contradiction. C'est une conscience où l'élément mental est absent. Ça vient comme cela, et c'est si clair. C'est comme un contact immédiat avec la chose telle qu'elle est. C'est une autre manière de vivre. Sri Aurobindo aussi sentait la bataille de la Marne sur une carte. Chez nous, espèce mentale, savoir, c'est comprendre. Dans la prochaine espèce, savoir, c'est vivre, c'est être, partout, n'importe où, n'importe quand. C'est comme si j'étais baigné dedans. Et alors, ce n'est pas quelque chose que je vois, qui est étranger à moi et que je vois, c'est je suis tout d'un coup ça. Et alors, il n'y a plus de personne, il n'y a plus. Et ces expériences, je ne trouve pas les mots pour les dire. Et tout cela se passe au niveau cellulaire. Ce ne sont pas des pouvoirs exceptionnels. C'est la perception normale, ordinaire, comme on respire ou comme on palpe. Ce n'est pas une supraconscience là-haut qui regarde la matière du haut de ses lumières. C'est ici, dans la conscience du corps. On dirait presque que, sans la trame, le corps vit dans un autre monde qui est pourtant physique, matériel, puisque jusqu'à nouvel ordre, ce corps bouge avec les pendules, se couche sagement à l'heure et voit 200 personnes très physiques. Et sa perception est physique. New York est physique. Les troupes chinoises sont physiques. Et les gouttières de Thèbes sont physiques. Alors, quelle physique? Où est la vérité de notre monde matériel? Et dans ce même physique, derrière ce voile d'irréalité, la mort n'existe pas, les maladies n'existent pas, la pesanteur n'existe pas, les rivières se traversent toutes seules, comme si la matière que nous vivons
était d'un bout à l'autre une invention morbide du mental. Une invention passagère pour faire une cage individuelle. Mais ce n'est pas la vérité de la matière, c'est la fausse matière. Telle est la conclusion matérielle, expérimentale, à laquelle arrive Mère. Cette notion de temps et d'espace et l'objectivité, la subjectivité, que les choses soient concrètes, entre guillemets, ou pas, cela paraît avoir été des expédients, des moyens de préparer la conscience à une nouvelle façon d'être. C'est comme la mort, la nourriture et l'argent. Ces trois choses qui sont formidables dans la vie humaine. La vie humaine tourne autour de ces trois choses. Manger, mourir et avoir de l'argent. Et les trois, pour la conscience, ce sont des inventions passagères qui sont le résultat d'un état qui est tout à fait transitoire et qui ne correspond pas à quelque chose de très profond ni de très permanent. Voilà l'attitude de cette conscience. Et alors, elle apprend au corps à être autrement. Le temps, l'espace et la mort se tiennent. Et tous les trois sont des inventions passagères pour aller vers quoi? De même que la matière est durcie, figée, morcelée dans notre cage, de même le temps est coagulé, épais et coule avec lenteur pour franchir les distances de notre matière fragmentée, de notre conscience fragmentée. Le temps est seulement une fausse sensation de séparation, là où tout est continu, sans rupture, immédiat et léger. Le temps est un rythme de la conscience, disait Mère. Notre matière est dans un faux rythme, comme elle est dans une fausse épaisseur. Si le rythme change, la matière changera, ou plutôt deviendra ce qu'elle est réellement. Temps égale conscience, égale rythme, égale matière. Un autre rythme de la matière. Quel est le vrai rythme de la matière? À quoi ressemble cette vraie matière? Ce monde physique tel qu'il est, celui dans lequel le corps de Mère, la conscience cellulaire de Mère, voyageait immédiatement et partout.